Salut tout le monde, bienvenue dans Lumia Talk Show, le podcast du média Lumia. Moi c'est Carolina et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. On est une fois de plus au pop-up du label qui nous accueille pour tourner ce podcast. On sera ici pour discuter de pas mal de sujets ensemble au fil des émissions sur le monde de la musique de manière générale. Le podcast est d'ailleurs disponible sur YouTube et toutes les plateformes de streaming. Avant de commencer, si vous ne voulez pas louper les prochaines émissions et les prochains contenus, vous pouvez nous suivre sur TikTok, Instagram et YouTube. Je suis toujours accompagnée d'Evan. Salut Evan, comment ça va ? Salut, tu vas bien ? Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Eh bien, on a l'habitude de me voir sur les soirées Lumia. Je suis le speaker des soirées. Et accessoirement, je présente le podcast avec toi. Eh ben, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi en tout cas. Chez Lumia, on n'est pas expert de tout, mais on va avoir de temps en temps des spécialistes, des experts qui vont venir pour nous parler de sujets précis. Et aujourd'hui, on a Constance parmi nous. Je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation. Du coup, moi, je suis programmatrice depuis juin dernier à la Boule Noire, qui est une salle de concert à Pigalle de 200 places. Et j'ai commencé ma carrière dans la programmation il y a 3 ans. J'ai commencé au Mazette, donc qui est un club, une péniche à Gare de Lyon, pour développer la partie club et concert. J'y suis restée 2 ans et demi et je suis arrivée du coup à la Boule Noire ensuite. À côté de ça, je suis DJ sous le nom de Vitamine C, ce qui me permet d'avoir une double casquette très intéressante pour mon métier. Qu'est-ce que tu mixes particulièrement ? Alors, je mixe plutôt de la basse musique, break, dubstep, house percussive. Je suis très fan de la scène anglaise, la scène aussi colombienne, la scène d'Amérique latine. Et voilà. Ça fait combien de temps que tu es DJ ? Ça fait depuis le confinement, depuis 5 ans. Okay. On va dire un peu plus professionnellement depuis 3 ans. Et tu t'es dit, on s'ennuie, confinement, j'achète des platines, j'apprends à mixer. C'est ça. En fait, je faisais plein de playlists dans ma vie tous les jours. Et un pote a acheté un contrôleur DDJ cassant. Je pense que beaucoup de personnes ont commencé avec ce contrôleur. Et j'ai mixé pour mes potes et c'était trop fun. J'ai trop adoré raconter des histoires, faire découvrir des musiques au public qui étaient mes potes à l'époque. Et au final, j'ai fait mon premier gig au Panic Room en 2022. Et j'ai adoré l'expérience derrière les platines, partager mon énergie au public, raconter une histoire. Et depuis, je ne m'arrête pas. Est-ce que tu t'es déjà autoprogrammé au Mazette, par exemple, ou c'est pas possible ? Moi, j'aime pas trop... Enfin, pour moi, quand tu es programmateur ou programmatrice, l'objectif, c'est de mettre en avant des artistes émergents, des artistes inter. C'est de montrer ce que tu as envie de raconter artistiquement, ce que tu as envie... Enfin, ta prise de position artistique, musicale, politique, à travers une programmation. Moi, je préfère vraiment programmer des artistes parce qu'en fait, quand tu organises une soirée... moi, quand je mixe, je stresse pour mon mix. Donc, j'ai pas envie de stresser et pour la soirée, comment les artistes se sentent et tout ça, et en plus pour mon mix. Ouais. Donc, c'est un choix. Oui, t'as double stress. Double stress, c'est ça. Double casquette, double stress. Écoute, on a l'habitude d'accueillir nos invités avec un petit vrai-faux. Donc, je t'ai préparé une petite quinzaine de questions. Tu me réponds vrai, faux. Si tu as envie de détailler un peu, tu peux, bien sûr. Mais voilà. C'est bon pour toi ? C'est bon. Les agents des artistes sont beaucoup plus déconnectés de la réalité que les artistes eux-mêmes. Je dirais vrai, mais ça dépend de quel agent. Faire la première partie devant une salle qui se remplit, c'est plus difficile que d'être la star qui joue devant un public conquis. C'est un exercice différent. Une trend virale sur TikTok a désormais plus de poids dans ta décision qu'une critique élogieuse dans Les Inrocks ou Télérama, par exemple. Alors faux, parce que j'ai pas TikTok. Ok. Enfin, je regarde... de temps en temps, mais j'ai pas de compte. Beaucoup d'artistes construisent leur show uniquement pour créer des moments viraux. Faux. Aujourd'hui encore, une fille seule ne peut pas passer une soirée en fausse sans se faire importuner. Alors, ça dépend dans quel club, mais ça reste vrai, même si beaucoup de clubs font des efforts de RDR, de prévention. Malheureusement, il y a toujours il n'y a pas de risque zéro, quoi. On book parfois des femmes uniquement pour avoir la parité sur l'affiche et éviter la polémique. Oui, vrai. D'ailleurs, j'ai refusé un gig récemment à cause de ça. Ok, tu nous le diras. Tu nous en parleras un peu plus en détail juste après. Quand tu organises une soirée, tu ne profites jamais vraiment de la fête que tu as créée ? Tu nous disais double stress si tu mixes. Alors, c'est que tu es déjà stressé pendant que tu organises. Quand la soirée est remplie, tu profites. Quand tu as peur du remplissage
et que tu es stressé par d'autres facteurs, faux. Je veux dire, tu stresses, quoi. Le modèle économique des petites salles repose presque entièrement sur la vente d'alcool. Faux. Il y a la billetterie aussi. Un programmateur regarde d'abord les stats Spotify avant d'écouter la musique. Faux, pour ma part. La décision de booker un artiste se joue en moins de 30 secondes d'écoute. Faux. Une direction artistique ratée est aussi éliminatoire qu'une mauvaise musique. Vrai. Eh ben, merci de t'être prêté au jeu, c'était super cool. Pour revenir un peu sur ton métier de programmatrice, comment est-ce que tu bookes un artiste ? Est-ce que tu regardes son nombre de followers Instagram ? Est-ce que tu fais qu'écouter la musique ? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe ? Est-ce que vous voulez qu'on parle plus ? Alors, déjà, il y a plusieurs manières de booker et programmer. La manière dont je programmais au Mazette, c'est pas du tout la même que à la Boule Noire. Donc, est-ce que vous voulez... Explique-nous à la Boule Noire. La Boule Noire, c'est une salle de concert. Donc, en général, tu ne bookes pas plusieurs artistes. Tu bookes un artiste pour un soir, c'est ça ? C'est ça. Donc, la Boule Noire, il y a un concert tous les soirs. Donc, beaucoup de demandes entrantes, surtout que c'est une salle quand même assez mythique de Paris, 200 places, qui est du coup souvent la première scène tremplin de certains artistes, pour après faire une maroquinerie ou une salle un peu plus grande. Donc, comment je book ? Donc, je reçois beaucoup de demandes entrantes. Il faut trier. Donc, j'écoute les projets s'il y a des liens privés vers le projet qui va sortir. C'est vrai que je regarde aussi les stats sur Insta. Est-ce qu'il y a une bonne commu ? Est-ce que les gens dans les commentaires demandent des concerts à Paris ? Est-ce qu'il y a une actu ? Parce qu'il y a des artistes qui ont certes une belle communauté, mais qui ne vont pas sortir forcément des projets au moment du concert. Donc, c'est un peu dommage. Je pense qu'un concert s'accompagne d'une sortie ou d'une actu. Après, je vais regarder les stats. Voilà, moi, je n'ai pas Spotify, j'ai Deezer, mais je regarde les stats sur Spotify et Deezer. Je regarde l'entourage. Après, il peut y avoir aussi des super artistes qui ne sont pas entourés. Et ça, c'est du coup les artistes que je vais booker. Par exemple, là, je pense à Luxi, qui est une artiste plutôt électropop, qui produit des instrus drum and bass et qui pose sa voix dessus. C'est trop cool. Elle est presque pas entourée, mais j'adore le projet. J'ai eu un coup de cœur aussi humainement pour elle. Donc, on va organiser sa release en mai. Donc, il y a plusieurs facteurs. Après, souvent, on est contacté par des agences avec qui on travaille souvent. Par exemple, Super, AEG, Furax. Et ces agences, donc on leur fait confiance. On travaille souvent avec elles. Ils ont souvent des très beaux projets, que ce soit des projets inter ou locaux. Et donc c'est eux qui nous proposent des projets et on dit oui ou non si ça nous botte. Moi, j'ai une petite question juste concernant vraiment les salles spécifiquement. Est-ce que, typiquement, moi, la Boule Noire, dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, mais je le vois vraiment comme une salle un peu plus axée rap. Peut-être que je me trompe, mais est-ce que, du coup, il y a des salles qui ont une affinité un peu pour certains genres musicaux ? Est-ce que aussi la programmation peut se passer comme ça ? Alors, c'est vrai que la Boule Noire est très identifiée rap, notamment avec la scène émergente. Alors, je pense que c'est donc Laure qui était programmatrice avant moi. Donc, elle écoute beaucoup de rap français depuis très longtemps. Donc, elle a fait émerger toute cette scène au sein de la Boule Noire. Donc, maintenant, c'est vrai que ça devient un peu la salle pour les rappeurs qui débutent J'en ai fait pas mal des concerts. Voilà. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier Clearwaters, qui est une boîte de production spécialisée en rap, qui travaille beaucoup avec nous. Genre, ils sont souvent à la Boule Noire. Ils sont presque 4 fois par mois, quoi. Et en fait, ils dénichent des pépites, des pépites rappeuses, rappeurs. Et donc, en fait, ils font le travail de dénicher des artistes à notre place. Et quand ils nous proposent des projets, on fait trop confiance. Enfin, on leur fait confiance. Et moi, je viens pas du tout de la scène rap. J'en écoute de temps en temps. D'ailleurs, grâce à la Boule Noire, j'ai découvert plein de super artistes. Mais voilà, du coup, oui, c'est la couleur de la Boule Noire est très rap. Mais en fait, quand tu regardes les stats de ce qu'on programme, tu te rends compte qu'en fait, il y a autant de rap que de pop, que de rock. C'est vrai que quand tu entends parler les gens qui vont à la Boule Noire depuis très longtemps, historiquement, la Boule Noire, ça a été une salle très rock. Il y avait même aussi des soirées club dans les années 2000 et tout ça. Et c'est vrai que depuis quelques années, mais ça va aussi avec les tendances et les gens qui écoutent plus de rap aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu la salle de référence en rap. Donc, il faut que je prenne... Là, j'ai la pression parce que la barre est haute, quoi. Mais on travaille avec des gens en qui on a super confiance et
qui sont hyper doués pour dénicher des pépites dans cette scène. Tu l'as dit juste avant, la Boule Noire, c'est une salle mythique. C'est la salle tremplin. Est-ce que pour toi, c'est une fierté de les voir passer en premier, entre guillemets, c'est leur première scène? Ou alors, des fois, est-ce qu'il y a un peu de frustration de les voir après partir sur des plus grosses scènes alors, la Cigale, juste à côté, ou l'Olympia, c'est quoi c'est de la fierté, de la frustration C'est plus de la fierté. Après, donc moi, là, je suis à la Boule Noire depuis juin. Donc, je commence tout juste à voir les concerts que j'ai programmés en juin. Parce que tu programmes souvent 6 mois à l'avance, voire plus, 8 mois. Donc, pour moi, c'est une fierté. Enfin, par exemple, quand je suis arrivée, j'ai vu le concert d'Asfar Shamsi, qui est une artiste, on va dire, entre rap et pop, qui a été connue par son titre qui a buzzé 2006. Et c'était incroyable, cette première date à la Boule Noire. On s'est tous dit, mais elle est tellement charismatique. C'est magnifique, quoi. Ses paroles sur scène, elle gère trop. Et là, elle a été accompagnée par les Transmusicales. Elle va faire une salle un peu plus grosse après. Moi, je trouve ça trop bien de se dire que tu es à l'initiative. Tu es le premier maillon, en gros, de la carrière d'un artiste. Et je trouve ça incroyable. Et même, je réfléchis beaucoup à ma carrière d'après. Je crois que j'aimerais bien travailler toujours pour l'émergence. Ouais. Parce que l'émergence, c'est ce qui me passionne. Et tu vois, faire décoller des artistes, accueillir des premiers shows, c'est quand même incroyable, moi, je trouve. Voilà. Donc, il n'y a pas de frustration du tout. Justement, je suis trop fière. Et donc, comme c'est plutôt récent, mais franchement, le jour où je programme un artiste qui, après, se retrouve, je sais pas, à faire un zénith ou... c'est trop beau. Tu te diras, j'étais là au début. Oui, ouais. Voilà. J'ai cru en lui. Est-ce qu'il y a des choses, justement, qui te font dire oui, dès le début, aux artistes, sans forcément regarder les stats? Alors ça va être... Oui, sans forcément regarder les stats. Ça, c'est souvent quand des agences me proposent des artistes. Ouais, c'est ça. Je leur fais confiance. Je vois que cet artiste, par exemple, a fait... qui est passé pour les sélections des Inuits du Printemps de Bourges, qu'ils ont fait des festivals, genre les Franco, ou des bons festivals. Là, on parle de musique actuelle, mais musique électronique, c'est plutôt... Donc, ils ont une résidence dans une radio que j'aime bien. Ils ont fait des festivals ou des clubs cool. Voilà. En fait, il y a des petits indicateurs. Des fois, tu te dis, bon, j'ai pas forcément besoin d'écouter la musique, même si j'écoute quand même tout le temps la musique. Mais voilà, où quelqu'un t'a conseillé, quelqu'un de confiance, t'a conseillé cet artiste, t'a dit, ah, c'est génial en live et tout. Vas-y, boucle-le. Et du coup, tu y vas. Ouais, j'y vais. Mais j'écoute quand même toujours, donc ça me... Et est-ce qu'à l'opposé, t'as déjà refusé des des artistes qui avaient un gros buzz, mais tu le sentais pas, tu te dis, sur scène, pendant 1h30, ça va pas le faire. Ça t'arrive, ça aussi? Ouais, ça m'est arrivé récemment. Sans citer, bien sûr. Mais... Alors, ouais. Surtout d'être contacté par des artistes qui sont un peu, comment dire, amateurs dans leur manière d'écrire, de se présenter. Tu te dis, bon, ça va être peut-être compliqué d'organiser un concert. Ils sont pas trop entourés, ils ont pas de licence entrepreneur du spectacle. Tu te dis, ça va être fastidieux. Et qui te disent, bah non, mais moi, je peux remplir une boule noire, j'ai fait un buzz. Mais en fait, t'as une chanson. Ça garantit rien. Ça garantit rien. T'as pas forcément les auditeurs, disons, de TikTok ou je ne sais quoi, qui vont forcément suivre et venir en concert. Oui, c'est ça. Et puis même, en fait, en termes de matière, de ce que tu peux proposer sur scène, est-ce que tu as assez pour faire un show de 45 minutes, 1 heure? Et en fait, l'intérêt, ça, c'est valable aussi pour les carrières des DJ qui s'accélèrent. Il y a un peu un truc avec... Je pense que les réseaux sociaux, les carrières vont beaucoup plus vite. Ouais. Et donc, il faut prendre le temps. Franchement, il faut prendre le temps, en fait, de faire d'abord une petite scène. Après, tu fais une boule noire quand tu te sens prêt, mais il faut être prêt. Et ça sert à rien de griller les étapes. Et le jour J, t'es pas prêt. Et c'est nul parce qu'en fait, nous, on programme pas 2 fois les mêmes artistes. Donc, autant que tu gardes ce joker boule noire quand t'es vraiment prêt. Vous programmez pas 2 fois les... c'est rare. En fait, on peut... Mais en fait, il y a tellement d'artistes émergents et émergentes qui demandent à faire une boule noire que autant donner sa chance à tout le monde, en fait. Et du coup, c'est plus en termes d'éthique. Après, ça m'est arrivé, là, je vais rebooker des artistes, mais parce que moi, je suis arrivée en juin et je savais pas que certains artistes... L'avaient déjà fait auparavant. Ouais, avaient déjà fait, mais bon.
En fait, quand il y a, tu vois, 3 ans de décalage. Ouais, 3 ans de décalage, que l'artiste, par exemple, revient avec une nouvelle DA, fait peau neuve de son projet. C'est pas le même concert qu'il y a 3 ans. C'est ça. Donc ça peut se faire. Ok. Il y a un peu un mystère autour des soirées, du sold out. Je pense qu'au Mazette, ça a dû t'arriver. Tu pouvais mettre le meilleur line-up du monde. La soirée, finalement, elle ne vend pas. La semaine d'après, tu t'attends pas peut-être à sold out et finalement, ça sold out. Est-ce qu'il y a un ingrédient c'est quoi l'ingrédient qu'on ne maîtrise pas? C'est la météo. Je sais que quand il fait pas beau, par exemple, les gens ne se déplacent pas. Est-ce que vous faites attention à quoi quand vous programmez une soirée? Alors là, du coup, si on part plus sur le côté club, pour le Mazette, c'est vrai que c'était dur parce que quand je suis arrivée, il y avait cette volonté de développer la partie club qui n'existait pas trop au Mazette. Donc quand je suis arrivée, ils ont élargi les horaires. Donc on fermait à 6h au lieu de 4h. Il y avait cette envie de développer des formats club qu'on produisait. Parce qu'on disait, en fait, nous, on a toute une équipe hyper calée, hyper déterre. Donc on va produire nos événements. Sauf que le problème, et ça, je pense que c'est valable dans plein de clubs, c'est qu'en fait, tu as beau mettre un line-up super niche, un line-up super niche, hyper attractif, avec des midliners qui font des deck mantels, qui font des dry molen, des festivals inter super cool. En fait, certaines personnes, certains publics qui peuvent être touchés par ce genre de line-up ne va pas se déplacer dans certains lieux. Notamment le Mazette, en fait, qui était connu pas pour être un lieu de musique pointue. Et donc les gens se déplaçaient plus pour une ambiance, un mood un peu festival où il y avait plein d'activités, tu venais pour écouter de la disco, de la house, faire des activités, enfin on avait beau mettre des super line-up, en fait il y avait des soirées qui floppaient et du coup le facteur météo c'était vraiment impressionnant au Mazette parce que donc t'as le rooftop, dès qu'il faisait beau c'était blindé, alors que t'avais pas beaucoup de prévente, mais du coup tu faisais une super soirée en termes de chiffres, mais dès qu'il faisait pas beau là ça pouvait être l'hécatombe. Donc avant de faire une soirée, regardez la météo. Non, mais même en fait, c'est compliqué, hein, ça change. Compliqué. Après, c'est vrai que moi, je regarde. Ce qui va me faire bouger en soirée, c'est surtout le line-up. Genre, est-ce qu'il va y avoir une première parisienne? Est-ce que c'est un artiste qui a jamais joué en France? Est-ce que ça va être un B2B exclusif? Est-ce qu'il y a est-ce que c'est différent dans le format? Est-ce que ça va être des sets longs? Donc, il y a plein de manières de repenser la soirée qui peuvent intriguer le public, qui peuvent donner envie d'aller découvrir cette soirée. Après, un truc aussi qui est hyper important, c'est l'accueil des publics et toute l'équipe, les physios qui vont t'accueillir, le barman, le staff, un staff accueillant. Franchement, si un club a une réputation avec un staff qui est pas du tout accueillant, qui est hyper froid, franchement, ça donne pas envie d'y aller. Et t'as beau mettre le meilleur line-up du monde, c'est vrai que moi, ça m'est arrivé justement de limite d'esquiver des soirées parce que, ok, le line-up était cool, mais je savais que j'allais arriver, le son, il allait être catastrophique. Ouais. On allait être tous hyper serrés parce que c'est overbooké, surbooké plutôt qu'overbooké, que les barman ne sont pas agréables, que pareil, les agents de sécu sont détestables, que tout le monde te parle très mal. Donc, t'as beau avoir genre l'artiste de tes rêves qui va performer là-bas, tu vas pas y aller juste pour ça. C'est vrai que c'est super important. Quand on se rend compte que finalement, la boule noire, par exemple, il y a 100 billets de vendus sur 200, vous faites... comment est-ce qu'on... ça dépend quel type de deal. Si c'est une co-réalisation, là, on va tous se mobiliser en invitant des journalistes. On va mobiliser notre réseau à fond, nos potes, pour blinder, pour pas que la salle paraisse vide. Quand c'est une loc, en fait, quand c'est une location à la boule noire... la prod fait ce qu'elle veut du quota. C'est-à-dire que si elle veut mettre 100 billets en vente et sans invite, elle peut. Donc, faut qu'elle blinde d'invite, quoi. En fait, les locs, nous, on partage moins le risque que quand c'est une co-réalisation. Donc, on va être plus investi pour les co-réalisations. Genre, vite, faut inviter des gens et tout ça. Parce que... Qu'est-ce que c'est exactement Qu'est-ce que c'est exactement une co-réalisation? Une co-réalisation, c'est du coup t'organises un concert avec par exemple une agence de prod et on partage le chiffre d'affaires hors taxe de la billetterie à la fin du concert. Donc on partage les risques. Eux, ils payent tout le plateau artistique. Nous, on paye en gros les frais fixes de la salle, les charges, le régisseur, le tech son, le matériel son, enfin... l'entretien du matériel, quoi, les barman, le staff. Et eux, ils payent le plateau artistique. Ok, très
Alors qu'une location, il paye en gros un prix qui couvre tous ces frais que normalement on prend en charge dans les courriers. Sur la partie club, on sait que des fois les clubs ont tendance à donner des gros cachets. Est-ce qu'un gros cachet, est-ce qu'un artiste reconnu, star, ça remplit forcément la salle ou des fois pas du tout? Et des fois la soirée elle est sauvée parce que le warm-up c'est un artiste local que tout le monde a un peu envie de voir. Bah ouais, c'est vrai que c'est... Bah justement, quand je parlais de dérive des expériences que j'ai eues au Mazette, on avait beau mettre des Pangaea, DJ Python. Enfin, c'est peut-être des noms qui vous parlent pas trop, mais c'est des noms qui sont assez reconnus dans la scène européenne, voire mondiale, qui jouent dans des Mantel Selector, dans tous les meilleurs festivals, mais qui parlent pas forcément en France, ou alors, enfin, qui parlent aux initiés, mais qui vont pas forcément vendre de tickets. Donc, mais après ça, je pense que c'est pas non plus les headliners comme, tu vois, enfin, les headliners ou les headlineuses comme Aneta, où là, t'es garanti de vendre des tickets. Ouais, en tout cas, au Mazette, on n'a jamais trop booké de headliners, de gros headliners comme ça, quoi. Avec des cachets disproportionnés. Non, on n'avait pas trop le budget. En fait, on s'est rendu compte, c'est pour ça que moi, la dernière soirée que j'ai organisée au Mazette, on a tout misé sur la scène locale parce que moi, j'ai hyper foi en la scène locale et c'est une scène qui me fait trop vibrer. En fait, comme tu dis, genre les artistes locaux et les artistes locales ramènent leurs potes, sont trop contents de mixer, alors que des artistes inter qui font 3 dates en un week-end, qui du coup, c'est vraiment un taf... c'est limite à la chaîne un peu des DJ. Et des fois, tu peux te retrouver à accueillir des DJ qui n'ont pas envie d'être là. Tu es en mode... Alors que les DJ du warm-up ou du closing sont trop déter, trop sympas, qui restent toute la soirée. Je trouve que moi, je me suis vachement questionnée après cette dernière soirée sur l'intérêt de mettre beaucoup d'argent dans des artistes inter. Même si... je vais tout le temps faire des festivals à l'Inter pour découvrir des nouveaux artistes. Donc, je suis passionnée par la scène, par exemple, amstello-damoise, la scène bruxelloise, la scène anglaise. Donc, pour moi, c'est trop important de faire découvrir ce genre d'artistes, enfin, des artistes internationaux et internationaux au public français. Mais en même temps, des fois, tu te dis... quand il faut vendre des tickets et que ton club est en difficulté financière, faut vraiment regarder chaque dépense. Ouais. Donc ça vous arrive pas trop parfois de prendre un peu des risques et de booker des artistes émergents qui n'ont pas forcément une garantie de remplir la salle? Pour la Boule Noire, en fait, c'est quasiment que de l'émergence. Après, c'est vrai que tu as des profils qui sont un peu plus, on va dire, expé. Et donc là, c'est vraiment... Tu prends plus de risques en fait en les bookant parce que tu te dis est-ce que ces projets qui sont très émergents et très expés, est-ce que ça va résonner? Est-ce qu'ils vont vendre des tickets? C'est des formats un peu plus hybrides quoi, avec des lives, des DJ sets en dimanche, des formats down tempo. Enfin là, on va programmer par exemple une soirée avec Idyll Twice, c'est un duo d'artistes plutôt ambiante, musique down tempo, et c'est leur premier concert à Paris, enfin un des premiers concerts à Paris. Ils font leur release et c'est la scène, je sais pas si vous voyez ce festival Mofo qui a lieu à main d'œuvre. C'est un festival très expé et ce qui est hyper encourageant, c'est qu'il est tout le temps sold out. Et du coup, ça c'est c'est un test que je fais. Est-ce que ça va marcher un dimanche en février? C'est un test. Mais j'ai envie d'y croire parce que le projet est trop chouette et je me dis que ce genre de musique, un dimanche, ça s'y prête bien. Voilà. Puis justement, ça peut faire de bonnes surprises de booker ce genre d'artiste sans forcément savoir à quoi tu t'attends. Et au final, tu sold out et puis tu les vois grandir, quoi. Quand tu bookes un artiste pour la Boule Noire, est-ce que c'est toi aussi qui choisis la première partie quand tu en as une ou pas du tout? Alors souvent, souvent les producteurs ont déjà des premières parties en tête. Après, ça m'arrive de leur suggérer des idées quand ils n'ont pas d'idées. Donc, ça dépend des fois. Tu choisis comment? C'est tes coups de cœur un peu du moment. Donc, l'artiste encore un peu moins émergent que le headliner de la Boule Noire, c'est ça? C'est ça. Et j'ai une liste d'artistes émergentes qui peuvent assurer des premières parties. Et souvent, dans cette liste, il y a des artistes que j'ai envie de programmer par la suite, mais que j'ai envie de voir sur scène. C'est un petit test. Petit test. Et voilà. Mais franchement, j'en programme pas tant.
Ils ont souvent des idées. En fait. Ouais, bien sûr. En général, on vient avec son équipe, ou même en l'occurrence le rappeur, il sait déjà qui va passer en première partie, souvent un ami ou quoi. Oui, c'est ça. Okay. Mais toi, tu t'y opposes pas. S'il a déjà une idée pour sa première partie, non. Lui dis... En fait, t'as pas le temps de mettre le nez dans tous les concerts. T'as pas le temps. Il y a un concert par jour. Ouais. Voir les shootings, des tournages et des after-shows aussi. T'as trop d'événements. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que parfois, je trouve que les gens ont un peu tendance ils vont pas forcément calculer la première partie, alors que je trouve ça tellement dommage parce que ça permet de te mettre dans le bain un peu. De ouf, et déjà de découvrir plein d'artistes. Moi, je sais que ça m'est arrivé du coup d'aller à des concerts, d'écouter la première partie et d'après aller réécouter après le concert parce que je me suis dit putain, c'était hyper cool. Trop cool. Et en général, c'est quand même en lien avec ce que tu vas voir après. Dis-moi si je me trompe, mais c'est quand même rare d'avoir une première partie totalement décalée de la deuxième, du concert principal. Mais c'est vrai que c'est dommage, les gens négligent vachement ça, alors que branchez-vous première partie, merci, juste venez dès le départ. Merci de venir aux premières parties. Oui, mais même je trouve ça trop dommage en vrai pour les artistes qui sont bookés en première partie, parce que limite tu peux voir ça comme quelque chose d'ingrat, alors que pas du tout. En vrai, justement, c'est une chance de te produire sur scène et de pouvoir capter le public, voir comment il réagit en fonction de tes sons, en fonction de la scéno, je sais pas, de plein de choses, tu vois. Surtout que c'est difficile l'exercice des premières parties, parce que souvent les artistes jouent devant un public qui parle. Donc c'est vraiment l'exercice, tout le monde, le baptême du feu. Ouais. Mais moi, je suis d'accord. Je regarde d'ailleurs souvent les premières parties d'artistes, par exemple Lotra Bendo, des artistes inter qui choisissent des groupes inter qui sont plus petits, mais je me dis mais pour une boule noire ça va être cool et tout ça. Ouais. Moi, je sais que je rate jamais les premières parties. Putain, c'est trop bien. Pour moi, ça fait partie intégrante du concert, en fait. Ça fait partie de l'expérience et du package, bien sûr. Je sais pas, c'est pas là pour rien, quoi. C'est vrai, t'as payé, autant profiter. C'est ça. Pour revenir un peu sur ton rôle au Mazette, donc juste avant la boule noire, pour le podcast, je suis tombé sur une info. Quand tu veux booker un artiste, il est possible qu'il ait signé une clause qui fait qu'il n'a pas le droit de jouer dans la région pendant un certain temps. C'est pas une rumeur, ça. C'est pas c'est bien vrai. C'est bien vrai. Et ça a quel impact, du coup, pour une salle comme le Mazette c'est par exemple à la période début juin avec We Love Green, Marvelous. En fait, les festivals, c'est pour être attractif, t'es obligé de mettre des clauses. Ouais. Surtout sur les artistes inter, mais sur les artistes, sur les DJ locaux. Et après, moi, je trouve ça normal aussi d'en mettre. À la Boule Noire, il y a un festival qui a lieu tous les ans, depuis 2 ans, qui s'appelle Radiance, qui est un festival dédié à l'émergence. Et donc, ce qui a lieu sur 3 jours. Et je trouve ça normal de mettre une exclue, tu vois, de 1 mois avant. Mais c'est normal de demander aux artistes, tu vois, de pas jouer 1 mois avant pour qu'il y ait du monde, en fait, devant eux. Imaginons que demain, il y a un souci en concert, c'est la prod qui gère ou c'est toi qui... Est-ce que toi, tu es là sur toutes les soirées ? Une fois que tu as programmé la soirée, est-ce que tu y viens forcément ou pas du tout ? Non, franchement, non, en fait, ça dépend. Quand c'est des productions, donc ça veut dire que c'est vraiment mon idée, le projet, mon bébé, j'ai trop envie de voir la fin, donc là, je vais au concert ou à la soirée pour voir... ce que ça donne, quoi. Mais par contre, les programmations, tous les soirs, je vais pas à la Boule Noire parce que je suis là de 10h à 19h30, donc c'est fatigant, quoi. Mais du coup, quand il y a un problème qui se passe, on a une équipe dédiée, formée, hyper compétente qui est là, qui est la régisseuse ou le régisseur d'accueil, qui gère les problèmes en cas de... qui gère les problèmes. Il y a des agents de sécu. Tout à l'heure, tu parlais du fait que quand on est une femme, parfois on est bookée juste pour remplir les quotas. Oui. Est-ce que tu peux un peu plus en parler, tes expériences là-dessus et les trucs que tu as pu observer ? Parce que c'est vrai que du coup, on le remarque en vrai parfois, les filles elles vont être bookées forcément en warm-up juste pour être sur la line-up et pas forcément apporter quelque chose au concert. Ouais, ça c'est vraiment trop chiant, et ce qui est chiant, c'est les collectifs qui se revendiquent inclusifs. Ouais. Mais qui bookent, qui disent oui, non, on a un line-up avec des meufs, mais qui mettent les meufs que en closing ou en warm-up. Donc ça, il faut arrêter avec ça. Et surtout quand c'est des... Enfin bref. Voilà, il faut arrêter avec ça. Et surtout que, en tant que meuf, avant, je le ressentais pas parce que j'étais trop contente qu'on m'invite. Je saisissais les opportunités dès que j'en avais. Maintenant, je fais plus gaffe. En fait, j'ai un taf qui est hyper prenant, donc je suis hyper sélective.
et parce que j'ai une expérience en programmation depuis 3 ans, donc on va pas me la faire, quoi. Ouais. Genre arrêter de... Enfin bref. Enfin, je pense que toi, ça te traverserait pas l'esprit de booker une artiste féminine à la Boule Noire juste pour remplir les quotas et que ce soit inclusif au cours de l'année. Si ça se fait parce que ça doit être fait, mais c'est naturel et c'est pas forcément forcé. Après, je trouve que les quotas, c'est très cool pour des programmateurs ou programmatrices qui n'ont pas forcément le réflexe. Ouais. Ça pousse les programmations à tendre vers des programmations paritaires, donc ça, c'est pas mal. Mais récemment, en fait, justement, j'ai reçu une offre pour un gros festival en mars et on m'a proposé de mixer en warm-up et c'était la seule meuf du line-up. C'était un line-up, en plus, c'était pas du tout mon style, donc tu te sens encore plus comme un token. Ouais. Moi, je mixe bass, à la limite, je peux mixer... J'aime bien la techno, mais quand c'est de la techno groovy, pas hyper rapide, donc là, c'était vraiment art techno, enfin, plutôt art techno. Donc, je ressemblais pas trop, artistiquement, à ce qu'il y avait sur la scène. Enfin, si, il y avait des artistes après moi qui s'approchaient plutôt de mon projet, mais du coup, tu te sens encore plus token quand ton projet n'a rien à voir. Mais en même temps, je me suis dit, comme c'est un festival où il y a 3 scènes, peut-être que sur les autres scènes, il y aura plus de meufs, donc je peux faire une exception. Et puis, c'était bien payé. Et puis, en vrai, je me dis, c'est un exercice, tu vois, de mixer, d'ouvrir pour une scène art techno, même si c'est aussi intéressant de sortir de ta zone de confort. Et je demande au programmateur, est-ce que tu as le line-up complet ? Et il l'avait pas encore. Il m'a dit, je te confirmerai ça. Et en fait, j'ai appris sur Instagram. Je l'ai vu sur Instagram, la première vague de noms. Il y avait genre 4 meufs sur une vingtaine de noms. J'étais en mode, mais c'est pas possible. Enfin, désolée, mais on est en 2025. Plus d'excuses. Surtout plus d'excuses, en fait, quand dans le milieu des musiques électroniques, il y a tellement de DJ meufs trop talentueuses. Surtout dans la techno, dans tous les styles, t'as trop de meufs talentueuses. Donc, plus d'excuses en 2025. Je me dis, c'est la première vague de noms. Je vais attendre quand même la deuxième vague. Deuxième vague, sur les 55 noms, 9 meufs. Donc là, j'en ai parlé au programmateur qui était hyper sympa. On a discuté de ça et tout. Et je me suis retirée. Pour moi, c'était pas cohérent de figurer sur ce line-up parce que dans ma vie de tous les jours, la parité, c'est super important. J'ai grandi. J'avais pas de modèle de DJ féminine. C'est à partir de 2020 que j'ai compris que les femmes avaient leur place dans la musique électronique grâce à des assos qui organisaient des talks, comme Technopole, par exemple, qui invitait des artistes femmes à parler de leur expérience. J'ai participé à des assos qui visibilisaient les femmes dans les musiques électroniques. Et ça m'a donné confiance. Donc, en fait, il y en a des femmes, et donc ça me saoule de voir aujourd'hui, en 2025, des line-up qui sont loin de la parité. Et c'est incohérent avec moi, en fait. Et si... Moi, j'ai l'impression d'avoir plus de responsabilités car j'ai cette double casquette. Et comme je suis programmatrice et DJ, j'ai un taf à côté, donc je peux refuser des gigs. Il y a des personnes qui ne peuvent pas, c'est des artistes précaires, qui cherchent des cachets. Donc, j'ai le luxe de le faire, donc je le fais. Ouais. Et... Voilà, mais juste, ça m'a un peu mise hors de moi. Je comprends, c'est sûr que tu te sens un peu limite utilisée. En mode, t'es là, pas forcément pour ce que tu joues, mais comme on disait, juste pour remplir les quotas, quoi. Et surtout, si le reste de la line-up est pas forcément cohérente avec ton style, ça fait bizarre. Mais je voulais aussi revenir sur... tout à l'heure, pendant le vrai-faux, on parlait du fait que les femmes ne sont pas en sécurité dans la fosse. Vous, c'est quoi les mesures que vous mettez en place lors des concerts pour essayer de garantir justement cette sécurité Alors là, ça fait depuis juin que je suis là. Je sais qu'on est accompagné par Consenti, qui avait une formation des équipes aux violences sexistes et sexuelles. Moi, je vais suivre une formation pour être référente VSS à la Boule Noire. Les agents de sécu sont bien briefés, les régisseurs aussi. Donc voilà, il y a de l'affichage. Après, c'est vrai qu'en concert, même si le risque zéro n'existe pas, en concert, il y a moins de dérapage qu'en club. Mais ça reste... il faut faire quand même gaffe et se former. Mais c'est vrai que pour l'instant, comme je viens d'arriver à la Boule Noire, je sais que
Laure, qui était avant moi, elle était dans Au-delà du club, Réinventer la nuit. Elle a fait changer beaucoup de choses à la Boule Noire, notamment en termes de parité dans l'équipe de régie, de formation. Elle était aussi référence VSS. Donc voilà, il y a des personnes référentes, des personnes formées. Et voilà, et dès que... Enfin, moi, je sais qu'aussi en termes de programmation, des programmations d'artistes problématiques, j'ai déjà eu le cas au Mazette, quand on m'a dit « Ah, bah, cet artiste, j'ai eu des échos... Enfin, des échos d'agression sexuelle, bah, moi, je me pose pas de questions et j'annule. Déprogrammer. Ouais, je le déprogramme. Oui. Alors que tu vois que parfois, tu as des artistes où c'est même pas juste des oui-dire, disons, c'est vraiment des accusations, c'est avéré, ils ont été condamnés, tu les vois, ils sont quand même bouqués. Et ça détruit forcément les carrières, vu qu'on les voit partout. Mais ouais, non, c'est cool au moins que vous preniez ça en compte. Des fois, c'est plus compliqué que ça ne paraît de déprogrammer. Surtout, à la Boule Noire, j'ai pas eu encore affaire à ce genre de cas. Ouais. Parce qu'en fait, au Mazette, c'était un DJ dans un collectif parmi 20 DJ, donc c'était remplaçable. Alors qu'à la Boule Noire, si ça arrive, ça peut être l'artiste principal. Ouais, bien sûr. Et là, c'est plus... Surtout au dernier moment, tu peux pas forcément... Ouais, c'est ça. Tu peux apprendre le jour même. Et du coup, ça, il faut entamer une discussion avec le producteur. Enfin, tu peux pas prendre la décision seul. Comme c'est souvent des coproductions ou c'est des locations, il faut que ce soit aussi l'initiative de la prod, quoi. Ça, c'est terrible parce que tu peux être très frustré de certaines situations, je pense. C'est sûr que si tu viens de l'apprendre, tu peux pas le déprogrammer. Mais bon, après, c'est pas mon métier, donc je vais pas trop me positionner non plus. Mais je me dis que pour les prochaines dates, bon, du coup, vous rebookiez pas forcément les mêmes artistes. Mais pour les prochaines dates, ou même juste les autres salles, tu peux pas parler de sécurité, de quoi que ce soit et booker ce genre d'artistes qui sont remplis d'accusations avec 20 000... Bah, totalement. T'as des preuves de partout, mais on continue à faire comme si de rien n'était. Ouais. Pour parler d'un sujet un peu plus léger, non, mais c'est des revendications fortes et légitimes. Mais en termes de sécurité, je sais pas si tu as pu le voir, mais l'identité de Lumia, c'est un peu de mettre la scène au milieu, donc faire un format boiler. Quand toi, en tant que programmatrice, on t'appelle et on te dit on veut faire un format boiler, tu te dis ça va être génial, l'ambiance va être au rendez-vous, ou en termes de sécurité pour les platines, etc., c'est la galère. Qu'est-ce que tu te dis un peu? Alors moi, je dis... Alors franchement, ça dépend des salles, mais au Mazette, du coup, on remis le boost au centre de la scène. Donc je trouve ça super et c'est dur de revenir vers un format club classique où le DJ est sur la scène. À la Boule Noire, c'est plus compliqué. On a tenté de mettre le boost au centre et en fait, pour des raisons de sécurité, il faut mettre des crash barrières, ce qui fait ça fait perdre, je pense, une vingtaine de personnes dans la jauge. Et c'est énorme. Et en fait, franchement, pour une jauge de 200, les 20 places sont comptées quoi, dans ta soirée. Et donc, je suis hyper triste, mais on va pas pouvoir mettre de scène centrale à la Boule Noire. Mais je suis d'accord. Et moi, je pousse à fond ce genre de format. Il faut juste qu'il y ait des personnes en charge, des safe teams autour de l'artiste en cas de problème, s'il y a des dérapages avec le public. Enfin, il faut juste bien encadrer ce genre de scènes qui sont... du coup, où l'artiste est vraiment proche du public et où le dérapage peut être plus vite arrivé. Voilà. Pour terminer sur le podcast, je voulais te poser une question. On sait que pas mal d'études montrent que la Gen Z sort de moins en moins, boit de moins en moins aussi d'alcool. On sait que un club vit aussi du bar, grâce au bar. Est-ce que ça vous inquiète, vous, les clubs, pour l'avenir, les clubs ou les soirées, enfin les salles de concert, pardon? C'est vrai que le bar, c'est le nerf de la guerre. Après... c'est vrai qu'on voit une chute vraiment importante dans la consommation au bar. Après, c'est bien pour la santé des jeunes, mais aussi ça permet de réinventer ce que tu proposes à la carte. J'ai l'impression que là, tu as pas mal de salles de concert, de clubs qui proposent beaucoup de softs et des softs originaux, pas que des sodas. Donc ça, c'est aussi cool. Enfin, ça permet quand même de faire vivre un peu économiquement le salle. bar. De réinventer les pratiques, de réinventer nos pratiques de consommation et la carte du bar, quoi.
Et du coup, dans 2-3 ans, tu penses qu'elle ressemblera à quoi c'est quoi le futur du clubbing dans 2-3 ans, quoi? J'ai à la fois espoir, mais en même temps, je suis aussi inquiète. J'ai espoir parce que, comme vous avez pu le voir hier, les musiques électroniques sont enfin rentrées au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le label Club Culture existe depuis 1 an à peu près. Les clubs sont considérés comme des lieux de culture à part entière. Donc ça, c'est positif. On n'est vraiment plus considérés comme des discothèques, quoi. Donc ça, c'est positif. Le travail, moi, ce qui me motive à rester dans ce secteur, c'est le travail que font les assos militantes, notamment Réinventer la nuit, Consenti, Fête éclair, pour la réduction des risques, mais aussi pour se questionner sur nos pratiques festives. Donc ça, moi, ça me donne confiance. Je me dis, la fête, on se pose on reconscientise la fête pour la rendre plus belle et safer, créer des espaces safer. Après, ce qui m'inquiète, c'est que beaucoup de clubs, notamment hors de Paris, sont menacés, sont en difficulté. Je pense au Macadam, au Macadam récemment qui a posté. Ils ont inventé un dispositif qui s'appelle Save Your Scene, un truc comme ça, où ils proposent des billets solidaires aux personnes qui ont les moyens pour soutenir le club et soutenir soutenir la scène club nantaise qui est hyper importante. Donc, il y a plein de clubs qui ferment, notamment le 101 à Clermont-Ferrand. Enfin, je pense qu'il y a aussi plein de trucs qui se passent en région qui sont pas hyper fun et il faut pas oublier ça. Et du coup, c'est pour ça que ce label Club Culture et cette inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO, on l'attend au tournant. Comment ça va se traduire concrètement? Est-ce que ça va changer? Est-ce qu'il y aura un réel accompagnement pour les clubs en difficulté? Voilà. Donc, j'ai envie de voir la suite. Je suis curieuse de voir l'évolution des clubs. Et en vrai, j'ai commencé à sortir à 18 ans et le club dans lequel je sortais à 18 ans, c'était pas du tout le même. Je me sentais pas du tout safe. Alors que là, je me sens encore... Ça va dans la bonne direction. Ça va dans la bonne direction, même en termes de line-up. On voit de plus en plus c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'artistes flinta derrière les platines, d'artistes racisés. Après, le problème qui reste encore, c'est la gentrification des clubs et le public qui est encore très blanc. Et les discriminations par le prix aussi, le prix d'entrée qui peut être assez cher. Donc voilà, je sais pas, le futur du clubbing, j'espère qu'il sera réinventé aussi hors les murs, qu'on essaiera de mettre en avant la scène club à travers des événements genre en plein air, dans des cadres hors les clubs aussi, je pense au Sample par exemple, qui est un événement, qui est un lieu génial dans lequel il faut aller avant la fermeture. Allez-y, vraiment, je vous encourage. C'est le meilleur lieu à Paris qui programme des DJ super, des lives hyper XP. Et c'est la culture club, en fait, mais c'est hors les clubs, quoi. Voilà, donc j'ai confiance. Il faut juste que les gros acteurs et les grosses actrices de l'industrie des musiques électroniques s'y mettent et qu'on se serre les coudes, quoi. Le message est passé. C'est un tunnel. Passé très clair. Voilà, exactement. On attend juste un avenir positif, en fait, pour tout ce qui est clubbing, etc. Donc, on a hâte de voir la suite. En tout cas, merci à vous deux d'avoir été là aujourd'hui. Merci. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci Constance, tu nous as permis d'avoir un peu les backstage de la programmation. Merci encore au pop-up du label qui nous laisse tourner ce podcast dans leur party club. Allez voir ce qu'ils font, ils ont beaucoup de soirées, que ce soit concert, électro, rap, ils font un peu de tout. Ça plaira forcément à tout le monde. Merci à vous encore une fois d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode.